Vous vous souvenez, évidemment, il y avait cette promesse de Justin Trudeau, du gouvernement libéral, de procéder à une commission d'enquête. C'est fait, ça va se faire. Au niveau québécois, on avait exigé ça aussi. Et Femmes autochtones Québec a procédé à une vaste analyse terrain de la situation des femmes autochtones. Le rapport a été déposé lundi. Et évidemment, on veut une spécificité pour le Québec aussi de ce que les femmes autochtones vivent au Québec. Donc, une espèce de sous-commission. Je vous propose un extrait de Mme Michel en conférence de presse lundi, puis ensuite, on est avec elle au téléphone. Qu'on soit autochtone ou qu'on soit non autochtone, je pense que c'est vraiment pour nous. C'est vraiment l'héritage de l'impact de la colonisation. C'est vraiment l'héritage aussi du passage des pensionnats. Et nous, en tant que Première Nation femmes autochtones, on est prêts à travailler avec nos hommes. Alors, je vous montre le rapport qui est disponible d'ailleurs sur le site Internet de Femmes autochtones Québec. Alors, c'est ce rapport-là dont il est question. Madame Michel est au bout du fil. Bonjour. 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 Je vous salue et je salue les gens qui écoutent. Bien, vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. Écoutez, moi, juste d'entrée de jeu, là, je suis, comment je pourrais vous dire ça, comme diraient mes enfants, je suis flabbergasté par les pas que Justin Trudeau fait envers vos communautés. Évidemment, puis je suis même pas autochtone moi-même, mais je trouve ça tellement rafraîchissant, émouvant. Je ne sais pas, vous, comment vous vivez ça, tous ces événements-là aujourd'hui, ces jours-ci? Écoutez, c'est sûr que nous-mêmes, en tant que Première Nation, on est vraiment sous le choc, mais pas un choc dramatique ni post-traumatique. Mais c'est vraiment un choc, un bon feeling. Oui. Écoutez, les Premières Nations, je pense, dans l'ensemble des Premières Nations, sont quand même contents que on a un nouveau gouvernement, justement, qui va être plus à l'écoute, qui va essayer aussi de rétablir justement nos relations. Lorsqu'on dit de nation à nation, c'est vraiment un rêve. On est en train de planer, mais écoutez, avec ce qu'on a vécu pendant X temps avec l'ancien gouvernement, c'est sûr qu'il doit y avoir des sceptiques aussi. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais moi-même, ayant été à la cérémonie hier de la réconciliation de la CVR, j'ai été très, très émue. Je pense que c'est la première fois que je vois un gouvernement sincère. On l'a tout ressenti sincère et jusqu'à ne pas jouer la comédie. Écoutez, on a vu les larmes. Ça nous a vraiment touchés. Et je pense qu'il nous montre quand même bien de vouloir améliorer nos relations dès le départ en assumant sa promesse électorale sur l'enquête des femmes autochtones disparues assassinées. Oui. Et ce que j'ai entendu aussi hier, c'est vraiment mettre en action les recommandations de la commission. Oui. Mais aussi, une des belles recommandations que j'ai entendues, c'est vraiment de mettre en action aussi la Déclaration des peuples autochtones. Ah, bravo, bravo. C'est des grands moments, vraiment, là. On a de la misère à tout décanter ça, il y en a trop. Mais vous avez fait un vaste rapport, vous avez fait une enquête. Lundi, on dépose ça. Et évidemment, vous interpellez aussi le gouvernement du Québec, là. Évidemment, écoutez, lundi, nous, ça fait quand même 1 an et demi qu'on a travaillé sur une étude sur la question des femmes autochtones disparues assassinées au Québec. Oui. Le but, c'était de montrer aussi que cette problématique existe ici au Québec, parce qu'on pense toujours que ça se passe juste dans l'Ouest, dans les grandes villes, Winnipeg, Saskatchewan. Ça se passe ici aussi au Québec. Et quand même, on a consulté une quarantaine de participants qui sont dans le domaine du travail ou les familles ou directement avec le système judiciaire aussi. Donc, c'était important pour nous, avec cette étude que l'on a entamée, de faire entendre la voix justement des acteurs principaux. Les acteurs principaux maintenant, ce sont vraiment les familles des femmes autochtones disparues assassinées. Donc, c'est essentiel de nous intéresser aux femmes autochtones avant, je trouve que c'est vraiment important de le dire, avant qu'elles ne disparaissent pour agir sur des déterminants de leur sécurité. Oui, mais justement, je vais vous amener... Le rapport, quand même, apporte les types de violences que subissent les femmes autochtones, l'état des services qui sont offerts aux femmes autochtones, puis la relation aussi des femmes autochtones avec les policiers en milieu urbain ou dans leur communauté. Dans les réserves. Mais justement, je vais vous amener, Mme Michel, j'avais déjà diffusé ici à l'antenne, mais
Il me semble que c'était dans le coin de Maniwaki, je suis pas certain. Et là, il y a une espèce de manifestation de femmes autochtones qui sont devant la caméra, puis elle dit, et vous l'abordez dans votre rapport, vous dites, ben, la DPJ vient chercher nos enfants, on ne sait pas trop ce qui arrive, puis paf, ils disparaissent. Évidemment, ça ramène l'histoire des pensionnats là, dans l'imaginaire des gens, c'est horrible. Puis bon, nous, chez les Blancs, on entend parler des histoires de la DPJ, mais chez vous, c'est encore plus tragique, là. Et voilà, dans l'étude que l'on a fait, on a quand même nous-mêmes découvert des choses sur qu'est-ce qu'on entend comme, dans le mot disparition. Oui. Et d'après les consultations qu'on a fait, certains gens ont dit ça peut être des jeunes filles qui sont parties aller vivre dans une autre communauté ou en ville, où est-ce qu'elles ne donnent pas de nouvelles absolument, la famille n'est pas au courant. Ouais. Ça peut être aussi les femmes qui sont incarcérées. Des fois, les gens, la famille directe ne savent même pas que leur fille est incarcérée. Ben voyons. Et évidemment, c'est sûr que dans le rapport, des gens ont exprimé aussi les enfants qui sont placés dans des familles d'accueil non autochtones. Et on est encore lié justement avec la loi 125 de la protection de la jeunesse qui t'as 2 ans pour te rétablir ou te remettre sur une bonne conduite de vie. Et quand on sait que lorsqu'on prend tes enfants, on prend ta responsabilité. Donc, t'as comme plus rien à faire que d'autre que d'améliorer, ou pas d'améliorer, mais d'être plus encore dans la problématique, il y a eu des problématiques de consommation, etc. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec cette loi-là, les enfants sont placés 2 ans, et la famille d'accueil, qui est non autochtone, peut adopter maintenant les enfants. Et c'est encore le même processus du passage des pensionnats que des enfants ont été pris. Exactement, vous avez tout à fait raison. Même quand j'ai lu ça dans le rapport, c'est là que ça nous saute en pleine face. Quand on parle aussi de la relation avec la police, vous l'avez dit brièvement, bon, c'est soit avec la SQ, les policiers blancs, mais aussi les policiers de nos communautés. Les relations sont pas faciles ni avec un ni avec l'autre, quoi. Écoutez, moi-même, quand je conduis, puis quand il y a la police à l'arrière, puis je pense que tout conducteur réagit de la même façon. On est nerveux parce que la police est en arrière. Tout d'un coup, ils nous arrêtent. Je pense que c'est un réflexe assez automatique. Et par chez nous, encore plus parce qu'écoutez, on a appris à vivre avec la peur, avec la méfiance, et cette méfiance-là nous a suivis tout au long du cours de notre vie. Et quand même, on fait encore face, même en 2015, on fait encore face à la discrimination et au racisme. Le racisme est omniprésent partout, que ce soit dans les hôpitaux, dans les services, où est-ce qu'on pourrait avoir accès, où est-ce que nous, en tant que Première Nation, on va pas aller vers ces services-là parce que on est comme saturé aussi de ces regards haineux, on est comme saturé aussi de ne pas être bien reçu. Pourtant, on fait partie de la même société. Normalement, l'État a fait ces services-là pour nous aider, mais écoutez, les formes de racisme existent encore et ça nous amène à être encore plus méfiants. Non, vous avez raison, mais là, le temps file, il nous reste à peine 1 minute et demie. Corrigez-moi si je suis dans le champ. Je vous donne l'exemple. Pour la police, on va finir avec ça. On pourrait en parler pendant 1 heure. Quand j'étais maire à Huntingdon, on se disait toujours, bon, il y a des gars de la SQ qui sont de la communauté. Ça nous mettait un certain malaise quand les gars étaient dans leur communauté pour faire la police. Puis, généralement, ils allaient faire ça ailleurs. Mais là, dans les corps policiers des communautés autochtones, comment ça fonctionne? Est-ce que ce sont finalement des gens de la place qui font aussi la police? Ça doit être malaisant par moment. Si je prends ma communauté moi-même, on a notre propre corps policier. Et c'est des gens de la communauté qui sont allés étudier, qui reviennent. La formation à Nicolette, ils ont tous suivi le processus. Et on n'a aucun problème avec ça. La police est là pour nous soutenir, donner de la sécurité, tout ça. Puis il est là aussi, s'il se passe quelque chose, d'agir pour justement stopper les mauvaises choses qui se passent dans les communautés. Moi, je pense que on pense que si ce sont des policiers autochtones qui sont de la même place, ça peut nuire. Je ne pense pas. Non. Tant et aussi longtemps que dans leur profession, l'éthique professionnelle est présente. Et aussi, pourquoi ils se sont engagés? Pourquoi est-ce qu'on a choisi policier comme métier?
on va revenir justement avec le choix de carrière qu'on a fait. Oui. Évidemment, ça a dû être pour protéger les citoyens. Exact, pour servir. Évidemment, Oui. ça a dû être pour que la paix règne peu importe dans la région où est-ce qu'ils sont. Oui, non, vous avez raison là-dessus, mais c'est parce que, bon, même des fois, on voit ça, puis on se dit, bon, tu sais, j'ai été à l'école avec le gars tout le temps, puis ça peut créer de... Mais vous avez raison, c'est dans toutes les communautés, qu'on soit autochtone ou blanc ou n'importe quelle origine, c'est la même problématique, c'est servir, puis garantir l'éthique. Alors, s'il y a des pourris... Ça peut apporter ici une problématique oui. lorsqu'il y a matière de violence conjugale. Oui. Si la femme veut dénoncer mettons, son partenaire oui. ou son conjoint, et si c'est le frère qui travaille, vous voyez, oui. ça peut être néfaste pour la personne qui veut dénoncer parce que c'est le frère du policier. Donc, ça amène aussi des lacunes de ce genre. Oui. Bien, écoutez, merci beaucoup. Moi, j'invite les gens à aller consulter le rapport. Et vraiment, là, souhaitons-nous pour 2016 là, une année incroyable. Ça va être magnifique. Oui, moi, je suis convaincue que oui, et je suis convaincue que nos rapports de nation en nation vont aller beaucoup mieux. Bien, bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. À la prochaine. C'est Mme Viviane Michel qui est présidente de Femmes autochtones du Québec. Mes chers amis, je vous laisse là-dessus parce que moi, je reste en territoire Mohawk, à Akwesasne, terre revendiquée par Akwesasne. Ça me fait toujours plaisir maintenant de participer à ce magnifique essor de nos Premières Nations. Je suis long pour jouer du violon, mais oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Écrivez-nous ou téléphonez-nous 514-500-2137.